Alors, on revient du coup. La réglementation, donc la flat tax, comme on a dit, les 30% de plus-value. IR plus prélèvements sociaux, ou possibilité de choisir le pari progressif. IR sur les tranches progressives, donc de 0 à 40 et plus %. Plus les prélèvements sociaux qu'on n'enlèvera jamais en France. Et enfin, MICA, du coup, qui cherche à harmoniser les règles sur les crypto-monnaies dans les États membres de l'Europe, principalement pour l'instant sur les professionnels, comme on a expliqué, évidemment à terme sur les particuliers également. Et les trois objectifs, surtout l'harmonisation des règles entre tous les pays pour pas trop s'y perdre au niveau des réglementations tant professionnelles que pour les particuliers. Protéger les consommateurs, c'est ce qu'ils disent évidemment. Stabilité financière, surtout au niveau des stablecoins et des utility coins qui peuvent être utilisés, qui pourront peut-être être utilisés dans la vie de tous les jours. On verra plus tard. On a vu Londres et l'Angleterre il n'y a pas longtemps, par exemple, qui a mis les stablecoins comme moyen de paiement. Donc ça change pas mal de choses. Donc à voir si l'Europe choisit le même virage. On était du coup sur DAC8. Donc DAC8, comme je disais, c'était une directive européenne, mais pas que. Donc on y retrouve des pays comme Malte, des pays en Asie également, Dubaï, avec les Émirats Arabes Unis. Et l'objectif, c'est simplement de la transparence fiscale au niveau des actifs numériques entre l'Europe et d'autres pays. Comme je dis, il n'y a pas que l'Europe dedans. Et ça vise à lutter du coup contre l'évasion fiscale en obligeant en fait les plateformes d'échange à donner des informations uniquement sous contrôle. C'est pas les plateformes n'auront pas envoyé les informations automatiquement. Alors, elles pourront peut-être le faire, ça on ne sait pas, mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est surtout sur des contrôles. Donc tout ce qui va être place en échange aux prestataires, donc les échanges décentralisés pourraient être aussi obligés sous cette directive d'envoyer de l'information des particuliers qui utilisent leur plateforme. Donc ça a pour but simplement d'éviter les évasions fiscales, comme on a dit, parce que les cryptos actifs, les NFT, etc., sont très facilement transportables. Voilà, on le met sur une légion, on voyage en avion, et on est avec tout son pactole, entre guillemets, dans notre pays. Donc voilà, l'objectif, c'est d'empêcher les gens qui viseraient à faire des évasions fiscales et de la fraude fiscale via cette directive. Alors pour l'instant, ça a été signé, mais tout est en discussion. C'est jusqu'en à peu près 2025-2026. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'acté. C'est pour ça qu'on parlait de rétroactivité ici. Est-ce qu'il y aura la rétroactivité sur ces informations-là? On ne sait pas. C'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes. Donc on verra plus tard. On vous dira évidemment de ne pas jouer avec le système. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore acté. Donc pour l'instant, les plateformes n'ont pas à donner les informations. Dans notre pays, par exemple, une plateforme qui ne serait pas enregistrée en Europe n'aura pas d'informations à donner à l'Europe pour l'instant. Est-ce qu'il y aura de la rétroactivité? On ne sait pas. Est-ce qu'ils laisseront passer peut-être des gens entre les mailles? À voir, mais pour l'instant, évitons tout problème avec ça. Je laisse du coup Alain parler sur le cadre fiscal. Du coup, on va s'attarder un petit peu sur le cadre fiscal. Je vais être très bref et je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon on risquerait de s'y perdre. Donc, du coup, Alex a fait un petit peu le tour sur la régulation avec MiCA et DAC8. Là, on va voir un petit peu les règles et le calcul, justement. Donc là, petit 1, là, il n'y a pas d'imposition sur les transactions crypto à crypto. Donc, si vous envoyez du Bitcoin, contre du Bitcoin, enfin, vous achetez du Bitcoin, pardon, vous avez du Bitcoin et vous achetez, je sais pas, de l'Ethereum, enfin, ça, c'est pas du tout imposé. Il faudra que vous déclariez annuellement vos plus-values. Vous déclarez aussi vos comptes à l'étranger. Donc là, c'est le petit point, comme j'ai déjà peu vu sur le chat, Blofin, est-ce qu'il est à déclarer ou pas? Dans le principe, oui. Et on verra le taux d'imposition à 30%, comment on le calcule avec le calcul de la plus-value. Tu peux changer de slide. Donc du coup, je disais vous avez des déclarations à faire. Donc là, on vous a mis deux CERFA à faire. Donc du coup, là, la déclaration de vos comptes à l'étranger. Donc là, c'est pour tout ce qui n'est non PSAN. Donc en gros, Binance, normalement, on n'a pas à le faire, mais Blofin, on doit le faire via ce formulaire-là
Je ne l'ai pas mis puis en entier puisqu'il il est assez long. Et vous avez aussi votre déclaration des plus-values, qui est le deuxième document juste à côté. Allez, tu peux changer. Donc là, on va voir comment on calcule une plus-value. Donc là, c'est très simple, hein, ça je pense que tout le monde le sait. Donc on fait, voilà, c'est du prix de cession moins prix d'acquisition. Donc là, voilà, petit exemple, j'ai acheté du BTC à 30K, je le revends à 60K. Voilà, ma plus-value imposable, donc c'est 60K moins 30K. On impose sur une base imposable de 30K, donc votre plus-value sera à 9K euros. Mais en France, on a une petite particularité, c'est, vas-y, tu peux changer, c'est la plus-value, la base imposable la base imposable lorsque vous ne vendez pas toutes vos cryptos et vous gardez une partie et vous souhaitez vendre une autre petite partie. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est cette formule-là, donc prix de cession moins prix total d'acquisition multiplié par le prix de cession divisé par la valeur globale de votre portefeuille. Donc là, petit exemple, Roberta achète 2 BTC pour 60K et 2 Ethereum pour 5K en 2023. Un an plus tard, cette même personne décide de vendre un seul BTC, 60K, et un Ethereum pour 5K. Donc là, Roberta décide de vendre un BTC, soit 60K, et de garder le reste de son portefeuille. La plus-value donc est égale à 60 000 euros, moins prix total d'acquisition fois le prix de cession divisé par la valeur de votre portefeuille. Là, vous avez la, je vais pas faire tout le détail du calcul. Donc, c'est une imposition de 9 690 euros. Tu peux changer. Je reviendrai, hein, si vous voulez, hein, sur le détail de ce calcul-là, mais c'est vraiment une spécificité française, puisque dans les autres pays européens, vous n'avez pas ça. C'est vraiment la première formule qu'il y ait, prix de cession moins prix d'acquisition. Donc là, je vais faire un petit tour sur les modalités d'imposition des opérations, puisque là, vous le savez, on peut faire plusieurs opérations dans les crypto-monnaies. Donc là, je les ai pas toutes mises, mais là, les plus importantes, disons, et je pense que la plupart des gens le font sur le groupe. Donc là, vous avez du stacking, du minage, l'airdrop et le trading à effet de levier. Ça, c'est la majorité des gens qui le font, je le pense. Donc, je vais pas définir ce que c'est chaque modalité, mais je vais aller sur le cadre fiscal. Donc, du coup, pour le stacking, vos gains en stacking devraient être en toute logique, ils révèlent des bénéfices non commerciaux. Donc, c'est quelque chose aussi, c'est une notion importante. Il faut que quand vous avez des revenus, il faut ça aussi le déclarer dans votre déclaration d'hier, en plus des autres déclarations que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, je disais, le stacking devrait être en toute logique relever des bénéfices non commerciaux à titre de l'année de perception. Et lorsque vous souhaitez revendre ce que vous avez, vos gains de stacking, là, du coup, la plus-value à 30, enfin, ça revient sur le régime de la plus-value, donc imposé à 30% à l'année de cession. Ensuite, pour le minage, c'est autre chose. Du coup, l'activité de minage en soi révèle du régime des bénéfices aussi non commerciaux. Il y a une petite spécificité dessus, c'est on peut faire du régime micro-BNC. Donc là aussi, hein, je ne vais pas le définir. Si vous voulez le savoir et avoir un peu plus de précision, vous pourrez poser des questions en privé et j'y répondrai. Et du coup, ce qui fait pour le minage, c'est que on va définir la valeur de vos gains issus de minage au moment où vous les recevez. Et lorsque vous voulez les revendre, là les 30% s'appliquent et ce sera à cette date-là qu'on calculera, on fera de nouveau ce calcul de plus ou moins value, enfin de plus-value, pardon. Pour les airdrops, là-dessus,
c'est dans ce cas-là, les crypto-monnaies reçues devraient être intégrées dans le portefeuille d'actifs numériques en faisant augmenter le prix total d'acquisition d'un montant égal à la valeur de réception. Si les crypto-monnaies sont versées en contrepartie d'une action effectuée, la fiscalité applicable devrait être celle du stacking, ce que je vous ai expliqué en premier. Et le quatrième point, lui, tu peux remettre en grand. Le quatrième point, j'aimerais parler du coup du trading à effet de levier. Là, c'est un petit peu plus compliqué, voire même un peu beaucoup plus compliqué, puisque le trading à effet de levier, juridiquement, c'est qualifié comme des contrats financiers. Donc, les gains réalisés lors de leur dénouement ou de leur cession devraient relever en principe la fiscalité des revenus de la capitaux mobiliers, donc du coup des actions, quoi, et aussi imposés à 30%. Mais vous l'aurez bien compris, quand on fait du trading, déjà on a beaucoup d'opérations et on n'échange pas tout de suite en euros. Et ça, c'est assez compliqué et c'est soumis souvent à interprétation. Donc, par facilité, appliquer le régime normal des plus ou moins values. Lorsque vous voulez vendre vos actifs en euros, là, vous imposez dessus à 30%. Alors, le point qui fait un petit peu peur. Donc, n'ayez pas trop peur, mais il faut mieux vaut prévenir que guérir. Alors, le contrôle fiscal. Donc, il faut savoir que l'administration fiscale a un délai de 3 ans pour exercer ce contrôle. Ce qui veut dire que si vous êtes sujet à contrôle, l'administration pourra dire on va revoir 3 ans en arrière votre cas et voir tout ce que vous avez fait. Je ne vous fais pas peur, c'est très rare que ça arrive, notamment dans ce domaine-là. Mais c'est pour ça que, comme Alex l'a dit en introduction, il est très important de faire vos déclarations. Comme ça, au moins, vous ne serez pas, on ne vous qualifiera pas de vouloir cacher quelque chose, parce que ça, vraiment, ils n'aiment pas du tout. Ce que j'aimerais dire dessus, c'est que l'administration pourrait requalifier votre activité comme professionnelle. Et là, c'est aussi sujet à interprétation et c'est très rare que ça arrive, mais en soit, le cadre dirait que si le revenu de votre activité en trading ou en stacking ou dans ce que vous voulez excède votre revenu de salariat, on pourrait requalifier ça comme professionnel. Et à ce moment-là, vous devrez faire du coup une entreprise et là, on changerait totalement de régime fiscal. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu des pénalités encourues, parce que là, c'est un sujet assez épineux et c'est pour ça encore, j'insiste qu'il est important de déclarer ce que vous faites. C'est donc en cas de défaut ou d'omission de déclaration, que ce soit concernant vos comptes à l'étranger ou vos opérations imposables, vous êtes exposé à des conséquences administratives, fiscales, notamment donc ces pénalités-là. Donc en cas d'oubli de déclaration d'un compte d'actifs numériques, donc c'est 750 € d'amende par compte non déclaré. 125 € par omission ou inexactitude n'ayant pas été rectifiée à l'initiative du contribuable. Si la valeur de votre compte excède les 50 000 €, là, ça change, c'est 1 500 € par compte non déclaré et 250 € par omission ou inexactitude. Bien évidemment, il y a aussi des majorations là-dessus. Donc, ces amendes-là seraient majorées à 10% en cas d'insuffisance de déclaration, 40% en cas de manquement délibéré et de 80% pour des manœuvres
frauduleuses ou d'abus de droit. Vous avez toujours la possibilité de rectifier votre déclaration dans les 30 jours qui suivent ce redressement fiscal que vous aurez. Et du coup, en cas de fraude fiscale, des sanctions pénales peuvent s'appliquer. Et là, c'est pas très rigolo. Ça peut atteindre jusqu'à 3 millions d'euros d'amende et 7 ans d'emprisonnement pour faute grave. Bien sûr, aussi mettre un petit point sur, je ne sais pas si vous avez entendu parler ça, on a un droit à l'erreur. Ça, c'est la loi ESSOC de 2018 qui l'encadre et elle dit que le droit à l'erreur, est la possibilité de régulariser sa situation sans payer de pénalité. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment à faire votre déclaration. euh, Et même si vous vous trompez, vous montrez votre bonne foi, et là, ce sera plus sympa pour vous. Donc, du coup, oui, la requalification pro, ben, comme je vous l'ai dit, hein, ben, dans la réalité, ça arrive très rarement, mais si jamais maintenant vous avez un contrôle fiscal et que on remarque que votre activité dans les crypto-monnaies est une activité professionnelle, là, vous devrez créer une entreprise et du coup, ben, toutes les règles qu'on vous a dit tout à l'heure avec la flat tax s'enlèvent et vous serez assujetti comme une entreprise et toutes les règles des entreprises s'y appliquent. Donc, tout ce que vous avez, donc la TVA sur les opérations, l'IS des entreprises, et voilà, tu peux, tu peux Je changer. vais juste rajouter, comme on a Oui, déjà dit, sur les contrôles fiscaux, c'est très rare. Faut pas non plus avoir peur de ça. Ça arrive très rarement. Faut savoir aussi que c'est qu'ils sont à la ramasse sur ce sujet-là pour l'instant. Donc voilà, faut pas avoir peur. Comme disait Allen, même si vous omettez certaines choses, ça arrive souvent. Par exemple, beaucoup, même moi, ça m'est arrivé d'avoir oublié de déclarer des comptes étrangers. C'est vrai qu'on quand on arrive dans le milieu, on ne pense pas à le faire. Si vous avez investi sur les marchés classiques, sur un PEA, un CTO, tout est automatique, donc c'est sûr que c'est des choses qu'on ne nous apprend pas. Donc voilà, n'ayez même pas peur d'omettre que vous avez fait des erreurs. Effectivement, même montrer patte blanche entre guillemets. Voilà, vous êtes trompé, il n'y a aucun problème. Vous allez avoir plutôt être bien vu si vous faites des erreurs même plus tard, plutôt que de cacher ça sous le tapis, comme on dit. Mais voilà, mais pareil, n'ayez pas peur, c'est très rare les contrôles fiscaux. Ça ne veut pas non plus dire qu'il faut être poussé à le faire, à vouloir frauder entre guillemets. Mais c'est des choses qui sont très rares, comme la requalification pro. C'est très rare. Il y a même des gens, par exemple, comme Asher, qui n'avaient pas été requalifiés pro, alors que c'est quelqu'un qui faisait bien plus d'argent sur les crypto-actifs que sur ses anciennes activités, entre guillemets, Web 2, parce qu'il était patron, je crois, d'une entreprise, mais il avait fait bien plus d'argent sur les derniers cycles. Et pourtant, il n'avait pas été requalifié pro, donc c'est pareil, c'est très rare. Donc pareil, n'ayez pas peur de vous faire requalifier pro, même si vous faites des gros gains. Ça arrive que dans des cas très très spéciaux, c'est surtout très centralisé sur le mining pour l'instant. On a surtout eu beaucoup de cas de personnes qui faisaient du mining qui étaient requalifiées en pro. Mais voilà, si vous faites du trading ou si vous faites simplement du spot et que vous faites par exemple des gros gains, n'ayez pas peur de vous faire requalifier en pro, ça arrivera très rarement. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. voilà, mais comme dit, hein, c'est plus pour vous responsabiliser et vraiment avoir conscience de ce qu'on fait. Et c'est pas juste je fais du trading et voilà, je prends mon argent et je m'en vais là, je m'en vais ailleurs et je fais ce que je veux. Je m'achète de belles voitures et de toute façon, ils le verront pas. C'est vrai, là, comme on dit, c'est très difficile pour eux en ce moment, enfin, à aujourd'hui, de vous tracer c'est vrai, mais essayez de jouer le jeu avec le cadre fiscal qu'on a aujourd'hui pour que demain, vous ne soyez pas attaqué pour une fraude dissimulée ou des choses comme ça, parce que bon, l'administration fiscale
ne cherchent pas vraiment, ils vont pas chercher à comprendre, hein. C'est, vous l'avez pas fait, OK, vous avez une activité quand même, comme dit, hein, ils peuvent remonter 3 ans et s'ils ont même des suspicions, de grosses suspicions et ils peuvent remonter à 10 ans, hein. Et Ouais. donc, c'est voilà, jouer le jeu autant que vous le pouvez. Faites-vous aider si vous le voulez, mais comme dit, hein, vous avez le droit à l'erreur, il y a pas de souci là-dedans. Essayez au moins d'être le voilà, de jouer ce jeu-là, quoi. Alors, on va du coup parler un peu optimisation. Je sais que c'est des choses qui sont très demandées. On voit souvent les gens qui posent cette fameuse question, comment je fais pour ne pas payer la flat tax? Certains se reconnaîtront sur le chat, je pense. Alors, il y a souvent eu ce genre de débat. Là, on n'est pas là pour vous, vous montrer comment frauder, ça je vous le dis clairement. On est là pour vous donner des pistes sur l'optimisation, ce qui est possible de faire. Par exemple, on ne rentrera pas dans les détails. Comme je vous ai dit au début, l'optimisation fiscale, c'est quelque chose qui est très personnel. Donc, ça dépend de chaque profil de personne, pas que au niveau de la taille d'un portefeuille, par exemple. C'est aussi une question, voilà, comment est votre situation familiale, personnelle, Quels sont etc. vos revenus et tout ça, quoi, hein, C'est ça. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Là, on est juste voilà, pour vous donner des pistes. Vous pouvez aller voir par vous-même, creuser, ou même voilà, vous pouvez venir nous parler si vous voulez en privé, il n'y a pas de souci. On pourra vous aiguiller un peu plus. Donc, je vous ai mis les 4 points principaux. Il y en a d'autres, beaucoup plus compliqués, mais ça, c'est vraiment les 4 principales façons, entre guillemets, d'optimiser le plus facilement les gains en crypto. Alors, premièrement, vous avez les dons en crypto. Faut savoir, c'est que c'est un peu comme c'est quelque chose qui est utilisé par exemple, même hors crypto, sur les marchés traditionnels, en général par les personnes les plus riches qui ont des personnes qui les accompagnent fiscalement. C'est les dons, surtout au niveau familial. Je crois que Alain, tu as le tableau, c'est ça, des abattements? L'abattement, ouais, l'abattement, c'est en fonction du lien de parenté, hein, donc là, Ça. Par exemple, par exemple, entre parents et enfants, un abattement de 100 000 € par parent et par enfant est possible tous les 15 ans. Entre conjoints ou partenaires de Pacs, l'abattement est de 80 000 €. c'est ça. Et voilà, que Et vous le faites en crypto, enfin, ça s'applique pareil, hein, c'est cette règle-là. c'est ça. Et puis vous descendez dans les liens familiaux ou par exemple les cousins, etc., plus l'abattement est faible. Mais il y a des dons qui sont possibles du coup en crypto. Il faut savoir, c'est que ce don du coup n'est pas imposable à la flat tax, qu'elle n'est pas considérée comme une plus-value. Il faut bien évidemment faire un don qui rentre dans l'abattement. Le plus simplement, c'est de faire des dons en stablecoin. Pourquoi? Parce que imaginons que je veux donner 100 000 € à mon fils. Vaut mieux que je lui donne 100 000 € en stablecoin qu'en Bitcoin. Pourquoi? Parce que si je donne en Bitcoin, j'aurai s'il y a une plus-value qui se fait, par exemple, je lui donne 60 000 et après le Bitcoin monte, il aura quand même, il aura à payer la plus-value entre 60 000 et 100 000. Évidemment, si vous l'avez acheté à 10 000, il y a quand même de 10 à 60 000 qui est gagné. Mais Mhm. voilà, faire des dons en USDT, c'est beaucoup plus simple. Aussi pour la déclaration, vous allez voir, il vaut mieux faire des dons ou avec des valeurs qui ne sont pas fluctuantes. Comme l'a dit Allen, c'est tous les 15 ans. Et les petites choses à prendre en compte quand même sur le don, par exemple, si je fais un don à mon enfant et qu'il est toujours sur mon foyer fiscal, attention, lorsque vous ferez le calcul, je reviens ici, par exemple, moi j'ai fait le don, mais je vais vendre, par exemple, il me reste des cryptos à vendre, et ben la valeur du portefeuille ici, il faudra quand même indiquer le don qu'on a fait à notre enfant. Pourquoi? Parce qu'il est toujours sous notre foyer fiscal, donc il rentre toujours dans ce calcul-là. Il faudrait que l'enfant soit hors du foyer fiscal pour que la valeur du portefeuille diminue et que l'imposition, entre guillemets, diminue. C'est voilà, une petite chose à prendre en compte, mais c'est des petits détails qu'il ne faut pas oublier sur ce genre de choses. Donc voilà, pour les dons en crypto, et comme j'ai dit, c'est tous les 15 ans. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant pour ceux qui ont des enfants. Voilà. Ensuite, Mettez une petite précision sur le don, parce qu'il est possible aussi de faire des dons à, à des amis. Et ça, attention, hein, je vous l'encourage pas, parce que celui-là, il est imposé.
ce don à quelqu'un, à un ami, et il est imposé fortement, hein. C'est imposé une imposition à 60% là-dessus. Donc, restez, vraiment, si vous voulez faire du don, c'est un don à une association ou un don à quelqu'un qui a un lien de parenté avec vous, quoi. Et si vous faites à une association, évidemment, c'est pour diminuer le Voilà, si sang. vous avez un crédit d'impôt. C'est ça. Ensuite, utiliser le barème progressif. Donc, comme j'ai dit au tout départ, donc on va revenir dessus rapidement. Ici, donc on a deux possibilités. Soit on se déclare sous la flat tax, donc c'est du taux fixe à 30%, donc l'IR à 12,8 et les prélèvements sociaux à 17,2. Ou soit le barème progressif, donc un peu sur le revenu avec la tranche progressive, donc de 0 à 11 000 et des brouettes, on est à 0%, puis de 11 000 à 28 000, on est à 11% et quelques, si je ne me trompe pas. Et ensuite, ça Ouais, va plus c'est haut. 0, 11, 30%, 41% et 45%. Donc, techniquement, si vous avez des revenus qui sont inférieurs à 28 000 et des brouettes, je crois que 28 500 et quelques, vous pouvez un peu optimiser en utilisant le barème progressif. Il faut évidemment déclarer du coup moins que 28 000 euros de plus-value lors de votre déclaration sur l'année. Vous faites la déclaration, ce qui permettrait de payer du coup un peu moins que les 30%. Ça, c'est vraiment de l'optimisation. Vous gagnez un petit peu, vous ne gagnez pas des milliers et des cents, mais c'est une possibilité et vous pouvez déclarer sur plusieurs années. Cependant, faites attention, il faut prendre en compte que si vous avez des aides, etc., par exemple, vous touchez du RSA ou peu importe, ces Ça, choses-là peuvent vous les enlever. C'est à prendre en compte. Mais c'est un autre moyen, en tout cas, de venir, entre guillemets, un peu optimiser de la manière la plus simple. Ça, c'est vraiment une des choses les plus utilisées quand on veut optimiser la flat tax. À savoir aussi, c'est que beaucoup le savent, peut-être ceux qui suivent, il y a des discussions en ce moment du gouvernement français d'augmenter les taxes. Alors, on ne sait pas trop encore sur quoi ça va se porter. Il y a des gens qui disent, par exemple, qui parlent d'une flat tax à 33%. Donc ça évidemment, ça ne nous réjouit pas. Ou alors également un gel au niveau du barème à partir. Alors ça ne prendra pas en compte, je pense, les premières tranches. À partir de 30 et plus au plus de 30 000 euros annuels où ils veulent geler. Alors ça, c'est un calcul un peu bête, on ne va pas rentrer en détail, mais en gros, voilà, vu qu'il y a de l'inflation, s'ils gèlent ces tranches-là et qu'elles ne suivent pas l'inflation, entre guillemets, vous perdez, l'État gagne un peu d'argent dessus. Mais voilà, ce sera des choses à regarder, évidemment, surtout si la flat tax augmente à 33%. Ce seront des choses qui vont être à regarder en détail, et du coup, là, le barème progressif sera encore un petit peu plus intéressant. Toujours sous les 28 000 euros et des brouettes de revenus déclarés. Ensuite, alors ça, je laisserai peut-être un peu plus Alain parler, c'est son domaine, l'utilisation d'une société pour optimiser ses gains. Alors, je veux juste, moi, mettre un point d'honneur à cette partie-là. La flat tax est inévitable. C'est ça, vous la payez, du coup. Alors, il y a plusieurs moyens de mettre ses gains, enfin ses cryptos dans sa société. On les verra après, mais dans tous les cas, il faut savoir c'est que la flat tax, vous allez la payer si vous voulez à la fin récupérer votre argent. Et si vous faites simplement un transfert d'argent, pareil de perso, donc entre un particulier à la société, c'est une flat tax. Vous devrez vous acquitter même si vous ne faites pas la transition entre crypto-monnaie et fiat. Il y a des moyens du coup de le faire sans payer la flat tax à ce niveau-là, mais vous la paierez évidemment plus tard. Et je laisse du coup Alain parler sur pourquoi est-ce intéressant de le faire. Alors du coup, ça rejoint, hein, c'est la qualification pro. Donc on peut le faire de façon volontaire, et là c'est un gros système, oui, pour optimiser ses gains, puisque comme je vous ai dit, quand vous êtes professionnel et que vous avez votre société, bah, la flat tax pour la société n'existe plus. Je mets un point d'honneur sur le fait sur ce que disait Alex avant. Quand vous sortirez des dividendes plus tard de votre société, bah, vous serez aussi assujetti à la flat tax. Mais en soi, avec votre société, là, vous pourrez justement bah, faire vos transactions en crypto-monnaie. Après, il y a des qualifications de ce que vous faites et de comment vous les utilisez. Là, je vais faire un petit point comptable. C'est du coup, bah, vous avez vos crypto-monnaies dans votre société. Vous pouvez par nature, il y a trois natures différentes
C'est-à-dire soit c'est une immobilisation dans votre société. Donc là, faut que vous détenez vos crypto-monnaies plus de 2 ans. Soit c'est vous avez une gestion de stock de vos crypto-monnaies. Donc là, c'est entre 1 an et 2 ans. Et donc vous faites des entrées-sorties de vos cryptos. Ou soit vous avez une gestion de trader et c'est une gestion de trésorerie. Mais en soi, tous les gains qui seront à l'intérieur de votre société seront soumis à l'impôt sur les sociétés. Et donc, c'est bien plus facile de pouvoir réduire l'imposition que vous aurez dessus. Mais bon, encore là, je ne peux pas vraiment rentrer en détail puisque ça pourrait être assez long, ça pourrait être un sujet à part entière. Mais disons que de se professionnaliser aiderait à gérer votre trésorerie, gérer vos gains et augmenter votre patrimoine plus facilement que de le faire de façon particulière. C'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose où vraiment, il faut vous faire, si vous n'avez aucune connaissance, vous faire accompagner. Mais il y a beaucoup de leviers en France, surtout, des leviers, voilà, avec tout le système de holding, etc., les leviers bancaires que vous pouvez utiliser via les entreprises. Ce sont des choses qui ne vous feront pas, entre guillemets, éviter la flat tax, mais qui pourront, entre guillemets, l'amortir sur le long terme. Donc voilà, ça c'est une des solutions, entre guillemets, les plus intéressantes. Mais pareil, c'est des choses qu'il faut faire accompagner, aussi connaître. C'est pareil, c'est très risqué. On ne vous pousse pas à aller le faire. Il faut faire attention à ça. Il y a quand même beaucoup de risques. Mais c'est une solution. Si vous avez par exemple des gros gains, ça va être une solution la plus simple. Après, ça va quand même demander beaucoup de travail, de vous faire accompagner. Ça demandera des coûts du coup. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, vous restez sur la classique, flat tax et fingering the nose. Et on se met les panards en éventail sur une plage au tropique avec Alex. Et enfin, le fameux débat sur l'expatriation. Alors, effectivement, l'expatriation est un moyen pour éviter, cette fois-ci, la flat tax, entre guillemets. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut savoir, c'est que chaque pays, par exemple Malte, Dubaï, la Thaïlande, tous ces pays-là qu'on entend souvent parler, chaque pays, c'est différent au niveau tant de la taxation des crypto-monnaies, mais aussi sur comment devenir résident fiscal. Moi, je veux juste enlever un peu les idées reçues qu'on voit partout sur les réseaux. L'expatriation, ce n'est pas quelque chose à prendre en compte uniquement sur la taxation. Il faut savoir, c'est que l'expatriation, c'est pas simplement on prend un billet d'avion, on va dans un pays, on se met 6 mois, 1 an dans un Airbnb tranquille ou pilou, on sort nos cryptos et on revient en France et c'est bon. Non. Ça peut être perçu si vous faites contrôler comme de l'évasion fiscale. Il faut savoir que pour être déterminé comme résident fiscal d'un pays étranger, déjà il faut vivre plus de 6 mois par an et moins de 6 mois en France. Après, il y a certains pays qui c'est moins de 6 mois, mais en général c'est ça, c'est 6 mois et 1 jour dans le pays pour être résident fiscal, en tout cas aux yeux de la France. Et également, c'est pas simplement on fait 6 mois là-bas, après on sort les cryptos et on revient, c'est qu'il faut y vivre plusieurs années. C'est pas simplement, voilà, on vient et on repart. Non, il faut vivre plusieurs années. Donc, il faut prendre en compte que l'expatriation, c'est un projet de vie. Donc, il faut prendre en compte, voilà, le climat, si vous avez des enfants, au niveau de l'éducation. Il faut évidemment, je pense, très intéressant, c'est d'y aller 1 ou 2 mois avant de se dire, bon, je vais là-bas parce que j'ai entendu sur Twitter que c'était le meilleur moyen de ne pas payer la flat tax. C'est quelque chose, voilà, il faut prendre en compte, c'est que la taxation, surtout la taxation des crypto-monnaies, voilà, ou des gains, c'est un des derniers points dans votre décision. C'est quelque chose qui doit être une décision qui doit être importante et surtout, il faut aussi y aller avec une sorte de projet. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne vous laisseront pas rester chez eux. C'est pas la France. Faut savoir, c'est que la France, on est très open comme ça, on peut rentrer et on est en France, on peut avoir les papiers. C'est souvent très compliqué d'avoir des visas de travail et d'être enregistré comme résident fiscal dans les pays étrangers. Il y a des pays où c'est un peu plus simple, comme Dubaï, etc. Mais pareil, ça a des coûts. Dubaï, c'est pas simplement prendre un avion. Savoir, c'est que déménager à Dubaï, etc., et faire toutes les démarches, faut compter à peu plus entre 20 et 40 000 euros. Ça dépend comment vous le faites. Mais c'est des choses à prendre en compte. C'est coûteux. Donc, il faut regarder, est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi qui ai 10 000 euros de crypto d'aller dans un pays étranger pour me dire, OK, j'ai pas envie de payer la flat tax. Et donc, voilà, donc c'est une décision importante à prendre. Il faut prendre pas en compte que la flat tax. On voit souvent ça, j'ai pas envie de payer la flat tax, j'ai pas envie de payer d'impôts, j'ai envie de partir et vivre la belle vie.
il faut prendre ça comme un projet long terme. Évidemment, si vous pouvez y rester 3 à 4 ans et après revenir en France, c'est possible. Là, vous allez être moins assujetti, entre guillemets, à être revalorisé comme étant en évadé fiscal. Ça n'arrive pas d'arriver. Mais voilà, il faut prendre aussi en compte que vous ne devez plus avoir de lien en France. Enfin, de ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez par exemple une activité de e-commerçant en France et que tout votre argent est fait en France, l'administration fiscale française pourrait vous refuser le fait d'être enregistré fiscalement à l'étranger. C'est des choses à prendre en compte, pareil, donc c'est très personnel, ça dépend de chaque profil de personne. Donc c'est des choses qu'il faut vous faire accompagner. Et il ne faut pas vous dire c'est très simple, je prends un billet d'avion et je pars, c'est bon. Non, c'est des choses qu'il faut préparer, qu'il faut regarder. Et, voilà, c'est vraiment attention aux idées reçues. Ne faites pas avoir par les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui vous disent oui, partez à Dubaï, faites ci, faites ça. Regardez et surtout, pensez que c'est un endroit où vous allez vivre. Pas un endroit simplement où vous allez sortir vos cryptos et vivre la belle vie, c'est un endroit où vous allez vivre. Donc voilà. C'est tout ce que je veux dire sur l'expatriation. On pourra, s'il y en a qui ont des questions, on pourra y répondre. Il n'y a pas de souci à ça. Et c'est à ce moment-là, s'il y a des questions, allez-y, c'est Allez-y. le moment. On a du coup Crypto-Chien qui demande si j'ai déclaré mes comptes, mais jamais la moindre opération. En même temps, jamais rien retiré. En gros, j'ai mis des sous et fait des transferts entre comptes, mais pas récupéré de bénéfices sur mon compte courant. Alors, si Crypto-Chien, Ouais. tu veux dire par là que, par exemple, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, qu'on voit souvent arriver. C'est par exemple, j'ai investi 10 000 euros. Là, mon portfolio fait 40 000 euros et j'ai retiré 10 000 euros. Donc, techniquement, j'ai retiré que 10 000 euros, donc que ce que j'ai mis à la base, donc je paye pas d'impôt. Alors, malheureusement, ça marche pas comme ça. Effectivement, tu vas rentrer dans ce calcul-là. J'ai un exemple souvent que je dis moi aux gens qui me disent ça, c'est imaginons que tu as un sac de billes noires, tu en as 3 au début, on t'en rajoute 5. On pourra jamais savoir laquelle des 3 que tu as mis au début sont lesquels quand tu les retires. Donc en fait, il n'y a pas ce système-là où si je mets 10 000 euros, mon portfolio fait 50 000 maintenant, je retire 10 000, je paye pas d'impôt parce que c'est ce que j'ai mis au départ. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Dès que tu retires de l'argent et que tu as fait de la plus-value, tu es obligé de déclarer avec ce système-là. Donc effectivement, il va falloir revoir ce que tu as pas déclaré du coup, parce que dans ce cas-là, tu n'es pas en règle. Je sais pas si c'était, en tout cas, si j'ai bien posé la question, si c'était ça. Il y a Maxwell avec sa question avec ChatGPT. Tu vois les questions? Euh, je vais essayer de le voir avec le téléphone. Ouais, il est insupportable. Ouais, si je le fais, bah. Est-ce qu'on peut estimer le vrai niveau de connaissance de l'administration fiscale concernant les cryptos? Non, je peux pas les voir. Bon, il pose une question. Vous voulez que je les lise les questions ou pas? Si Ouais, vous je veux voulez. Non, bien. je les ai après, c'est surtout celle de Maxwell. Après, je sais qu'il est juste là Ouais, pour. j'ai Maxwell. Ben, je vous la lis. Je vous la lis. Vas-y, Alors, si tu salut veux. mes petites saucisses. Comment est-ce qu'un trader crypto particulier peut-il structurer ses flux financiers à travers différentes juridictions fiscales en utilisant des outils comme les rulings fiscaux et les sociétés holding dans des paradis fiscaux, tout en respectant les nouvelles règles de l'OCDE sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de Ouais, ça c'est bénéfices? Maxwell. Allez, vas-y, Ouais, next. Elle est tartalon la question. c'est Maxwell. Après, il y a Mathieu, je Euh, crois, qui pose une Maxwell, question. c'est des questions juste pour faire rire. Ok, pardon, mais moi j'étais sérieux en plus. Mais du coup, Kawain, est-ce qu'on peut estimer le vrai niveau de connaissance de l'administration fiscale concernant les cryptos? Vu qu'on entend un peu de tout à ce sujet, il y a des outils qui existent pour analyser les transactions sur les blockchains pour identifier les provenances de fonds, cas d'usage chez deux blocs. Bah, sur le niveau de connaissance de l'administration fiscale, eh ben, on peut pas, enfin, ils s'adaptent. Ils s'adaptent, vous voyez bien, hein, ils mettent en place là, des Amica, des AC8, enfin plein de choses comme ça. Ils s'adaptent. Et donc, ils avancent au fil de l'eau. Donc, comment estimer ça? Je pourrais pas le dire, hein, mais à un moment donné, je pense qu'ils vont devenir experts là-dedans. Ils vont trouver la chose pour pas que ça échappe. Après, bah voilà, ouais, je sais pas comment vraiment estimer si l'administration fiscale est au fait aujourd'hui. Euh,
sans les blâmer ou sans quoi que ce soit, bah, ils sont un petit peu en retard de fait parce que bah, encore un monde qui est tout nouveau, qui évolue sans cesse. Et donc, oui, ils ont encore un petit peu de retard, mais ils se mettent à jour, ils se mettent bien à jour C'est et ça. voilà. Après, c'est une question comment dire, d'effectifs humains. Il faut savoir, c'est que pour l'instant, les profils Web3, donc les personnes qui ont des connaissances dans le secteur, sont encore des profils qui sont alpagués par le privé. Par exemple, là, il parlait de Desblocs. Effectivement, Desblocs est une entreprise qui propose une solution comme Revolut de paiement. Donc tous ces profils-là, pour l'instant, sont pris par le privé. On voit quand même que les politiques sont encore à la ramasse à ce niveau-là. Donc tout ce qui est au niveau des lois, etc., c'est encore, on est encore loin, je pense, d'avoir quelque chose de très clair et limpide. Il y a encore beaucoup comment dire, d'idées reçues de la part des politiques, etc. Donc c'est aussi l'avantage qu'on a, c'est qu'on est face à une machine qui est lente, qui avance lentement, mais comme dit Allen, aujourd'hui il y a plein d'outils, même des outils que nous on utilise, par exemple on utilise Arcam pour suivre comment dire, tous les wallets, etc. C'est des outils qu'il faut savoir que l'État pourra utiliser à terme pour traquer. Mais pour l'instant, on peut dire que oui, il y a quand même un certain retard, je pense, à ce niveau-là. Après, je pense qu'ils vont plutôt se concentrer, c'est un peu faire le travail de Pareto, donc ce serait sur les 20% qui leur rapporteront 80%. Mais il y a toujours voilà, ce risque de se faire rattraper, comme disait Alain tout à l'heure, des 10 ans en arrière, c'est possible. Donc voilà. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on peut dire que oui, ils sont quand même un peu à la ramasse, je pense, à ce niveau-là. C'est beaucoup d'interprétations des uns et des autres. Si on regarde, si on s'attache par exemple à l'USDT ou l'USDC, ben, est-ce que c'est une monnaie? Est-ce que c'est pas une monnaie? Bah, dans certains pays, oui, chez nous, non. Enfin, voilà, c'est de l'interprétation encore aujourd'hui. Le cadre va évoluer, il sera certainement jamais figé puisque l'évolution est permanente mais bon, ils sont là, ils sont bien là, ils essayent de faire quelque chose voilà. Ok. Alors, deux Il vous questions. remercie. Il y a... Ah, Ah, pardon. non, non, vas-y, pardon. Vas-y, vas-y. Bah, je disais, il vous Deux questions. remercie. Et du coup, après, question de Pierre, du coup, bon, je pense que vous y avez répondu déjà. Mais il dit, tant qu'on reste en crypto, est-ce qu'il y a besoin de déclarer chaque année? Bah, en fait, ce que tu dois déclarer, c'est si tu as des cryptos, tu holds tes cryptos, tu dois déclarer que tu as des cryptos, oui. Mais tu payeras rien dessus. Mais en soi, oui, de déclarer ton portefeuille, c'est déclarer ce que tu as dessus. Donc oui, tu déclares que tu détiens ça. C'est ça. C'est C'est vraiment la loi, la déclaration de patrimoine. Hein. C'est ça, Exactement. tout à fait. Il y a eu Mathieu, je crois, qui a une question qui est passée un peu à la trappe, qui demandait, y a-t-il un avantage si on a une double nationalité? Non. Si, c'est ça. Double nationalité côté impôt. Faut savoir, c'est que ton imposition, en tout cas pour la France, c'est ta résidence fiscale. L'avantage que tu peux avoir avec une double nationalité, par exemple, je sais que je discute avec quelqu'un qui est franco-portugais, c'est que tu as plus de facilité comment dire, de te faire, de partir, de t'expatrier dans un pays où tu as la nationalité, comme le Portugal, par exemple. Donc c'est plus ce côté-là. Cependant, si tu es résident fiscal français, dans tous les cas, bah, tu vas payer tes impôts en France. Et le seul avantage que tu as d'avoir la double nationalité, c'est de partir plus simplement, mais c'est tout. Tu pourras pas te dire, bah, la France c'est nul au niveau des impôts et je paye trop et je vais déclarer mes impôts sur mon autre nationalité. Pour ça, il faudrait que tu vives dans l'autre pays, donc que tu sois résident fiscal là-bas. Voilà. Attache-toi à ta résidence fiscale, quoi. C'est ça. Mathieu, il a posé une autre question aussi. Il demande, parce qu'il a utilisé du USDT, bien que ça soit interdit à cause de la réglementation de MiCA, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un impact sur la fiscalité du coup? Un impact sur la fiscalité de l'USDT du fait que qu'il ait utilisé du USDT, S'il y a un malus, ou autre de le fait d'utiliser. Non, il y a pas qu'il y ait de problème de malus. Je pense que le problème problématique, c'est surtout au niveau des exchanges. Il y a beaucoup de ce débat. Est-ce que la paire, par exemple BTC ou USDT, pourrait être retirée des exchanges à terme s'il y a des règles qui passent à ce niveau-là? C'est plus à ce niveau-là. Et évidemment, ça peut avoir peut-être un malus au niveau, mais plus on-chain qu'autre chose. Exactement. Financier, il n'y en aura pas.
C'est ça. Enfin, tu seras pas pénalisé, il y aura pas de, voilà, tu n'auras pas un pourcentage du fait que tu utilises des USDT. Non, ce sera vraiment comme Alex le dit, voilà, tu seras peut-être pénalisé parce que tu pourras plus l'utiliser sur tel et tel exchange ou voilà, c'est juste à ce niveau-là, mais fiscalement parlant, non. Alors, deux Et questions. Une, Maxwell, peut-être pour Alain, et une de Marco, peut-être pour Alex. Si on achète de l'or, c'est Marco qui demande avec nos cryptos, puis on revend cet or en France. La revente de l'or est taxée uniquement à 10%? Non? Oui? Non, parce que comme on l'a expliqué dans le live, chaque session crypto-monnaie est soumise à l'imposition. On n'en a pas parlé, mais par exemple, il y a souvent des gens qui disent oui, mais si j'achète une carte cadeau en crypto-monnaie, puis après j'utilise, j'évite les impôts. Au final, non, dès que vous faites la cession de votre crypto-monnaie contre un bien, un service, une monnaie fiat, vous payez la flat tax. Donc voilà. Et question pour toi, du coup, toujours de Max. Non, c'est pas Max, si c'est Max. Il te demande à toi, Alex, comment tu gères en tant que trader, justement, tes déclarations? Je pense que c'est peut-être toi qui demande, parce que moi je suis pas trader pro. Mais moi les déclarations, parce que moi mes gains en trading sont dérisoires, je pense, par rapport à toi, Alex. Donc, je pense aucun risque d'être requalifié pro. Je pense peut-être plutôt à toi, si je me trompe pas, qui demande. Alors, moi, c'est très simple. Tout ce qui est fait sur les sites où je suis censé le faire, je le fais. Et je reste au maximum sur mes cryptos aussi. Je prends du bénéfice qu'une fois par an. Et ce bénéfice-là, quand je le fais, je le déclare. Ouais, c'est ça, hein, c'est souvent la chose la plus facile à faire, c'est pas se prendre la tête et de déclarer simplement ce qu'on veut sans chercher à optimiser des milliers des cents, quoi. Même certains, on peut revenir dessus, parce que quand vous déclarez vos cryptos, vous devez effectivement aussi, pas non pas que déclarer que la plus-value, mais aussi déclarer tout le cheminement de votre investissement. Il y a des systèmes qu'on peut utiliser comme Waltio par exemple, qui permet en fait, Waltio c'est une API qui va venir chercher dans vos exchanges toutes les informations, donc de votre transaction que vous avez fait. J'ai acheté du Bitcoin à cette date-là pour ce montant-là, et je l'ai revendu à cette date-là pour ce montant-là. Je sais que beaucoup, comme c'est des choses, voilà, c'est de la responsabilisation. Moi aussi, je l'ai pas fait pendant très longtemps. Et vous ne suivez pas vos investissements, même spot, hein, surtout. Quand vous avez déclaré, vous risquez de vous retrouver un peu, voilà, pas être méchant bête devant la déclaration. Certains, pour ne pas se prendre la tête, parce que si vous avez, voilà, vous avez fait, par exemple, à utiliser des choses un peu sombres, vous avez fait des TX pour des airdrops sur des exchanges décentralisés un peu bizarres, etc. Voilà, vous avez fait 35 000 transactions pour farmer l'airdrop. Des fois, la chose la plus simple à faire, c'est de déclarer 100% de plus-value. Il y en a beaucoup qui ont fait ça sur le dernier cycle avec qui j'ai discuté. Ça vous évite les problématiques d'aller retrouver toutes les transactions, etc. Donc voilà, des fois, le fait de moins se prendre la tête, on y perd un peu en termes d'argent, mais ça vous évite d'y passer 4 mois à tout retrouver, quoi. Question de Josh, donc un peu étrange. Il dit, si je meurs du jour au lendemain en ayant pris soin d'inscrire les clés privées de mes wallets dans un carnet, est-ce que ma famille qui souhaite récupérer les bénéfices que j'ai faits sera soumise à la flat tax ou à l'impôt sur l'héritage? Si tu as, alors là, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Alors, si je peux me permettre, je peux en parler en connaissance de cause. Tu as la double taxe. Donc en fait, si tu hérites d'un portefeuille qui ne s'est pas déchargé de ses obligations fiscales, d'abord il doit répondre à ses obligations fiscales. Une fois que l'État s'est servi sur ce qui devait être payé, là ensuite tu es ouvert à l'héritage. Et après sur l'héritage, suivant les cas de figure des personnes, tu peux avoir une imposition qui est celle d'un patrimoine, à savoir si c'est moins de 100 000 euros ou plus de 100 000 euros. Mais oui, sinon, c'est la double peine. Voilà. Excuse-moi, mais comme j'ai un cas proche qui s'est arrivé, je me suis permis de répondre. ah oui, oui, C'est très clair comme ça. exactement. Et il y a une autre question aussi qui vient, c'est au niveau de la déclaration.
Il veut savoir si on peut pas faire un pack global avec toutes nos cryptos ou s'il faut plutôt déclarer, donc détailler chaque crypto qu'on a différente. Au niveau de la déclaration de la plus-value, c'est ça? Ouais, je dis pas son nom, mais ouais, mais ça va être compliqué de déclarer tout ce que j'ai acheté. Je peux pas faire un pack avec le montant global de tout ce que j'ai mis et un global de tout ce que j'ai sur toutes mes comptes crypto. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est souvent comme on est déresponsabilisé, on ne sait pas quand on rentre dans le marché, on ne sait pas, voilà, qu'il faut noter. Le mieux, c'est de noter chaque transaction qu'on fait, etc. Si on se retrouve, voilà, après 5 ans, 2, 3 ans, voilà, on a beaucoup de transactions, beaucoup de crypto, etc. Comme j'ai dit, le mieux, c'est de déclarer 100% en plus-value. C'est le plus simple. Bon, mais c'est pas mal. Je crois que. Ah, pardon, vas-y. Non, j'allais dire justement la même chose que ce que tu allais dire. Vas-y. Non, vas-y. Je veux dire, s'il y a d'autres questions, allez-y, tout simplement. D'accord, je croyais que tu en avais lu une que j'avais pas lue. Non. Autant pour moi. Donc voilà, je crois que il y a Pierre qui rajoute déclaration du patrimoine, ledger ou pas, oui. Non, mais le portefeuille, pas la crypto, ça reste un compte, non? Oui, ça reste un compte. Oui. Ouais, tout à fait. Ouais, que tu le détiennes sur un exchange, que tu le détiennes sur ta clé privée, peu importe où tu le détiens, faut que tu déclares ce que tu as. De la manière C'est de. ce que. Oui, vas-y. Oui, c'est ce que je lui avais sous-entendu pour vous délester un petit peu. Je lui avais répondu dans le chat. En fait, c'est du patrimoine. Donc, que ce soit sur une ledger, c'est un compte que même si c'est sur Bluefin, c'est pareil, c'est du patrimoine. Donc, en fin d'année, tu es censé dire tout ce que tu possèdes, que ce soit de la crypto, que ce soit de l'or, que ce soit des enfants cachés. Tu es obligé de tout déclarer. Ah, c'est ça, normalement, on va tout déclarer. Après, Ledger, c'est comme Binance, c'est AMF friendly, donc en général, les données sont transmises automatiquement. Il y a Maxwell qui pose une question, je crois, Alex, encore. Ouais, je lui réponds en live. En fait, je suis en société, donc je suis pas soumis à ça. Voilà, tac, c'est répondu. En plus, avec une faute en tapant trop vite. Bon, mais je suis en société, Maxwell, comme ça m'évite de le taper. Tac, et puis là, on arrive bientôt à 1 heure, un peu plus d'1 heure de chat, et je crois que ça coupe au bout d'1 heure sur Telegram. C'est ce qui s'était passé lors du dernier live. Alors, avant de conclure, je laisserai conclure nos deux super intervenants. D'abord, je vous remercie pour cette seconde édition du rendez-vous des tontons. Je suis très heureux de voir que ça intéresse autant de monde et c'est vrai qu'on essaye de répondre un petit peu à toutes les questions qui vous soucient. Donc, un big up à Alex et à Allen qui nous ont fait des super slides et qui ont été très clairs. Et je vous laisse le mot de la fin, les amis. Écoute, merci à toi. Voilà, s'il y en a qui ont encore des questions ou des choses qui mûrissent dans leur tête, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat ou en privé comme vous voulez. Puis voilà, Avec pourra, plaisir. si c'est possible, pousser certains sujets, c'est possible, totalement. Et merci à vous d'avoir écouté en tout cas. Merci beaucoup.